Bonjour, merci d'être là. Merci de votre confiance, de votre fidélité. C'est toujours joyeux de rencontrer pour la première fois quelqu'un. Ouais, première rencontre, première fois sur ce plateau. Alors, ce sera dans un instant. Je vous présenterai mon invité, mais auparavant, un petit retour en arrière. C'était le week-end dernier. Samedi, on était en compagnie d'André Dussolier et dimanche de Jean Telet. Bonjour André Dussolier. Bonjour Catherine. Est-ce que vous diriez, André Dussolier, que famille, je vous hais? Non, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça, même si c'est trop famille, fort. C'est imparfait, oui, c'est trop fort. C'est vrai que moi, j'ai tendance à... Il y a une sélection naturelle, c'est plutôt les bonnes choses que je retiens, ou du moins, même si c'est les mauvaises, c'est la faculté de les avoir transformées pour que ce soit positif. Vous avez appris à mentir très tôt. Oui. Pourquoi? C'était comme une seconde nature à certains moments, comme peuvent l'être les enfants quand ils veulent échapper à des réalités trop pesantes. Et donc, du coup, le mensonge, pour moi, m'a permis de m'évader. Mais ça ne me plaisait pas, mais en même temps, c'était bien pratique. À quoi vous vous attachez lorsque vous choisissez un personnage? Ce sera son physique, ce sera sa gestuelle. Certains acteurs et actrices disent « je change de parfum, Ah oui. à chaque fois je change de personnage ». Oui, oui, oui. On change de tout. Hein. C'est-à-dire que vraiment, si on veut pousser le travail le plus loin possible, même la voix, elle est différente un peu de personnage en personnage. Ce n'est pas des nuances peut-être extrêmes, mais quand même, chaque personnage implique une certaine tessiture ou un comportement, une attitude. Donc c'est vrai qu'on rentre dans un autre monde. On le fabrique aussi avec soi-même et aussi avec son imagination et avec son expérience, avec le fait d'avoir vu, d'assimiler ce personnage avec des gens qu'on a pu croiser. Mais c'est une création à l'arrivée. André, une question un peu personnelle. Oui. Est-ce que vous êtes toujours célibataire? Oui, je suis célibataire. Ça va faire plaisir à certains et à certaines. J'ai toujours aimé la liberté, la possibilité, mais peut-être aussi parce que quand je n'étais pas célibataire ou que j'étais en couple ou que j'avais l'impression d'être de m'oublier, quoi, peut-être. Alors, du coup, j'ai pas trouvé forcément toujours le bon équilibre. Donc là, maintenant, j'ai l'impression de vouloir profiter de la vie, d'avoir peu la liberté, en effet, de choisir ou d'articuler le temps comme j'en ai envie. Le métier que vous n'auriez jamais pu exercer. Percepteur. Votre définition du bonheur? Suivre sa pente en montant. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est vous? Ah ouais! Jean, vous êtes un homme de télé, vous êtes un auteur de BD, vous êtes un romancier. Vous trouvez du temps pour lire? Je lis, Les autres? je crois que j'ai lu une quarantaine de romans seulement dans ma vie. Quand j'écris, je travaille de 10h à 19h. Arrivé à la maison, je me dis pas « Ah, tiens, je vais me détendre, je vais me lire un roman ». J'ai passé ma journée à faire ça. En revanche, comme j'ai fait peu d'études, je lis beaucoup de livres pour apprendre des choses. Alors ça, oui. La définition de la folie, c'est quoi chez vous? Je sais pas, mais moi, je me sens pas fou. Non. Moi, voilà, plutôt libre. Mais vous dites et souvent tout. que vous attirez, vous êtes un aspirateur. Ah, ça, c'est vrai. Choron disait « Quand Telet arrive dans une ville, les fous sortent ». Sandrine Bonnac, qui était à votre place dimanche dernier, elle disait qu'avec le temps, avec le succès, elle s'était un peu embourgeoisée. Et vous? Oui, pensez dans quand un même luxe maintenant, parce que je gagne plus d'argent que jamais j'aurais imaginé gagner d'ailleurs. Mais je continue à vivre avec les mêmes copains qu'avant. Puis j'ai aucun goût de luxe, moi. Rien. J'ai besoin de rien. Dans mon bureau, il n'y a rien. Moi, on peut me cambrioler. Hein. Les cambrioleurs, ils vont être super déçus. J'ai pas de bijoux, j'ai besoin de rien. Vous aimez les récompenses? Ah non, je m'en fous complètement. Avoir le Goncourt? Ah, je m'en tape. Je m'en tape. D'accord. Rien à foutre. Parce que vous avez eu quelques prix, hein? Oui, mais je les ai pas réclamés. Non, mais vraiment, je m'en fous complètement. Et c'est dommage parce que moi, j'aimerais bien refuser la Légion d'honneur, des trucs comme ça, mais on me l'a jamais proposé. Une figure historique que vous auriez aimé rencontrer? Verlaine. J'aurais adoré rencontrer ce mec qui était fou, dangereux et tout, et passer une soirée avec Verlaine. Oh là là. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez une femme le temps d'une journée? Je passerais mon temps avec un mec. J'espère que je serais pas. J'espère, pourquoi pas. D'ailleurs, c'est complètement idiot ce que j'allais dire. J'allais dire, j'espère que je ne serais pas lesbienne, mais si, peut-être lesbienne, et puis voilà. Quel épitaphe vous aimeriez qu'on inscrive sur votre tombe? Si j'ai un mec plutôt sympa. C'était Jean Telet. Merci d'avoir été très nombreux d'ailleurs à regarder l'émission. Alors, qui est là pour la première fois? Tout d'abord, votre profession, s'il vous plaît. Je dirais cinéaste et actrice. Votre situation familiale? Célibataire. Votre obsession dans la vie?
J'en ai plus d'une. Difficile d'en trouver une, d'en sortir une. Et vous avez une devise? Non, pas encore. Mais Votre je savais prénom- su qu'on me posait la question, j'en aurais trouvé une pour l'émission. Votre prénom et votre nom? Nicole Garcia. Vous venez me rejoindre. Nicole Garcia, sur le plateau Thé au Café, pour parler de son 8e film en tant que réalisatrice, Mal de Pierre, l'histoire inspirée du roman éponyme de l'italienne Milena Agus, qui réunit pour la première fois à l'écran Marion Cotillard et Louis Garrel. Bonjour Nicole. Bonjour. Alors je vous attends depuis 20 ans, et c'est très long 20 ans. C'est gentil d'avoir cette patience en tout cas. N'est-ce pas? Oui. Vous savez que l'heure va vous être consacrée. Il y a aussi François Morel, le délicieux François Morel, qui est en loge et qui viendra nous rejoindre. Ah Il oui. interprétera aussi un titre. Il est actuellement au Théâtre du Rond-Point. Est-ce que vous pensez être intéressante? Très. C'est vrai? Très. Donc, Que répondre d'autres? Non, non, je Donc suis on va passer intéressante. une heure, mais passionnante alors. Ah, mais, non, mais c'est intéressante en interview, je sais pas, être intéressante. J'espère que l'heure. Mais je pense que ça dépend beaucoup de celui qui interviewe et celle qui Ah interviewe. ah. Donc je vous laisse toute D'accord. la responsabilité. D'accord, ok, alors on y va. Vous, ce que je sais, c'est que vous êtes né à Oran, en Algérie, vous y êtes resté jusqu'à l'âge de 15 ans. Qu'est-ce que l'Algérie a façonné en vous? Ah, beaucoup de choses sûrement, beaucoup de choses. Le soleil, la Méditerranée. Et puis l'Algérie, ce départ, l'exil, quand on a 15 ans, même si c'était quelque chose dont je n'ai pas souffert personnellement, mais mes parents en ont souffert. Donc on porte cette souffrance en héritage après. Et puis, mais de l'Algérie elle-même, quelque chose. D'ailleurs, je retourne souvent dans mes films sur le rivage méditerranéen, de l'autre côté. Mais, comme Même dans parfois en Mal de Pierre, Algérie, mais- même à Oran même. Même à Oran, Ouais, oui, dans le pour le film balcon. Un balcon. Mais, et là, dans Mal de Pierre, voilà, à la Ciotat. Et j'aime cette mer. Et je pense que quand on a été élevé là-bas, oui, le soleil vous a tatoué. Heureusement d'ailleurs, pour résister à d'autres ombres, le soleil vous tatoue. Vous n'avez pas un goût immodéré pour votre enfance? Non, je pense que quand on est metteur en scène, surtout metteur en scène peut-être, on travaille avec l'intime. L'enfant, c'est une matrice. Et c'est d'elle dont On puise dedans. Oui, même sans le savoir. Hein. Après, quand on fait un film, c'est l'artisanat même du film. Mais on se rend compte que beaucoup de choses viennent de là. Oui, ça aussi, c'est un autre Qu'est-ce que tatouage. ces images familiales disent de vous? Ces images familiales, c'est avec ma petite cousine Marie-Christine, dans un jardin qui était le sien, voilà, près d'Oran. On avait 3 ans d'écart et voilà, j'étais souvent avec elle. Mes parents me laissaient. C'est de souvent, l'insouciance, une période d'insouciance? Ah non, non, je ne dirais pas que l'enfance c'est de l'insouciance, en tout cas pas la mienne. Il y a quelque chose en même temps d'une gravité, il y a voilà, parce que c'est vrai qu'il y a toujours une distorsion entre les images que vous montre de votre enfance et les souvenirs qu'on peut avoir ou des mémoires, d'ailleurs parfois peut-être inexactes, de choses plus graves. Peut-être qu'on interroge beaucoup, souvent, enfin moi en tout cas, les secrets des adultes. Qu'est-ce que faisaient vos parents? Mais mon père était commerçant, ma mère ne travaillait pas, mon père était commerçant. Il avait une quincaillerie, une droguerie, qui s'appelait la Droguerie Universelle, sous les Arcades à Oran, et que j'ai remise, sans que le décorateur ait jamais compris pourquoi, dans Un balcon sur la mer, on voit la Droguerie Universelle. Garcia, c'est un patronyme espagnol. Ah oui, oui, ça très, Parce très, que dans très plusieurs évidemment. générations, en fait, de votre famille sont venues donc en Algérie pour fuir en fait la misère en Espagne. C'est assez flou, malheureusement. J'aimerais bien remonter un jour dans mon arbre généalogique, mais je ne sais pas si le nom de Garcia le permet tellement il y a des gens qui s'appellent Garcia, mais je ne sais pas si c'est des choses de misère. En tout cas, ils ont traversé ce tout petit bras de mer qu'il y a entre l'Andalousie et l'Algérie. Alors qu'ils auraient pu remonter, comme certains l'ont fait. Ils auraient pu remonter, ils auraient parti en Amérique du Sud comme d'autres l'ont fait, mais non, ils ont fait en fait le plus court voyage, comme beaucoup de gens à cette époque-là. Et je sais que mon grand-père est venu là. Mon père a dû choisir lui-même entre la nationalité française et espagnole. Il a pris la nationalité française, sinon je serais devant une journaliste madrilène aujourd'hui. Mais voilà, mais je ne sais pas, au-delà, je sais que mon grand-père maternel était maire d'un petit village en Andalousie. Donc et d'ailleurs c'est pour ça, d'ailleurs dans les choses très personnelles qu'il y a dans Mal de Pierre, que le film finit en Andalousie. Comment vous avez été accueilli en arrivant en France? Bien, moi j'avais un parcours qui était très protégé. Je suis partie directement à Montpellier où j'ai été accueillie par une partie de ma famille. Là, vous avez continué votre scolarité. Voilà, ma scolarité. Et puis après, je suis partie à Paris
très vaguement des études de droit pour faire plaisir à mes parents, enfin quelques mois de droit, mais en fait pour faire l'école, Mais vous dites que quand même pour vos parents, ils ont été considérés un peu comme des parias quand ils sont arrivés en France. Non, je pense que c'est le fait de beaucoup de gens, beaucoup de Français d'Algérie qui ont eu un accueil très difficile en France. Les pieds noirs. Les pieds noirs, oui, qui ont un accueil très difficile. Mes parents, eux aussi, ont été assez protégés, encore que protégés par la manière dont ils ont vécu une fois arrivés à Nice et puis après à Paris. Mais quand même, mon père était quand même pas tout jeune et ce sont des gens qui ont tout perdu et qui ont connu un exil à un âge déjà où, très difficile d'être vraiment... expatrié et rapatrié dans quelque chose, un mot qui ne voulait pas dire grand-chose pour eux. Avec une partie de la France, c'est vrai qui n'a pas compris grand-chose à cette... on commence un peu maintenant, mais qui n'a pas compris grand-chose à cette désespérance de ce million de personnes qui étaient obligées de partir de leur terre. Alors que là, c'était une évolution tout à fait normale. Il fallait en finir avec l'histoire coloniale, mais la manière dont ça s'est passé a été très violente. Ouais. Vous obtenez le premier prix du conservatoire, mais vous décidez quand même de faire des études. Pourquoi? Vous ne croyiez pas à l'époque à votre vocation? Non, j'ai décidé. Je n'ai fait qu'être une actrice, enfin qu'être une élève actrice, jusqu'au prix du conservatoire. Et malgré ce prix du conservatoire que j'arborais fièrement, je ne travaillais pas. Et donc, je me suis souvenu que j'avais beaucoup aimé la philo en terminale. Et je suis repartie à Censier faire quelques UV de philosophie. Et là, un ami, Patrick Chenet, qui jouait dans La Cerisée à Nanterre, il a fallu remplacer une actrice. Il a dit, moi j'ai une copine formidable qui était au conservatoire, qui a arrêté, qui est repartie en fac. Et il m'a rappelé. Et donc, à ce moment-là, j'ai fait ce remplacement dans La Cerisée de Tchekhov. Et après, voilà. Vous étiez prête à tout, parce qu'en 71, on a retrouvé ces images. Faire de la télé, vous passiez des essais pour être speakerine. Notre ami John McCarthy, qui est professeur à l'université de Stanford, poursuit ses recherches dans le domaine de l'intelligence artificielle. Attention, les singes. Les robots vous rattrapent. Qu'est-ce que vous avez fait là? C'est pas possible. C'est pas possible. Si. 71. Bah oui. Mais la télé, elle vous attirait? Non, pas plus que ça. Pas plus que ça. Fallait bien bosser, quoi. Non, il fallait bosser. Puis voilà, je courais dans les couloirs avec mes photos, ça n'allait jamais. J'étais trop grande, trop maigre, ça n'allait jamais. Donc voilà, tout était bon. Et non, mais je suis très mignonne. On est attendri par cette image. Enfin, la suite, elle vous réussit. Votre parcours avec Alexandra Garde. J'ai voulu être actrice depuis que je suis adolescente. À quoi ça correspondait pour moi à cette époque-là, je ne sais pas, mais c'était une évidence si forte que je la poursuis toujours. Ça, c'est la première vie de Nicole Garcia. Une vie d'actrice offerte au regard des autres, un peu narcissique, comme vous dites, mais qui vous construit et vous réussit. Voilà, toute pareille maintenant. Après un premier prix de comédie au Conservatoire national d'art dramatique... Quelle carrière souhaitez-vous faire? Une grande carrière. Et des débuts prometteurs au théâtre. Gratte-moi la plante du pied. Quoi? J'adore ça, Dieu, ça c'est pas difficile. Un tout petit peu plus haut. Et un tout petit peu plus fort. Bertrand Tavernier et Alain Resnais vous offrent vos premiers rôles au cinéma, puis vous décrochez le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Blier, Rivette, Lelouch, on vous retrouve dans une 50aine de films et 25 pièces. Premièrement, je vous trouve très excitante. Et cinquièmement? Mais c'était sans compter sur votre duplicité, Nicole, car un jour tout s'est inversé et c'est vous qui avez posé votre regard, magnifiant bien des actrices. Deneuve, Nathalie Baye. Avec 8 réalisations et 4 sélections à Cannes, c'est la seconde vie de Nicole Garcia et un double qui s'émancipe. If you meet your double, you should kill him, or that he will kill you. À la solution radicale d'Hitchcock, vous préférez vivre cette duplicité et vous en inspirer, puisqu'elle est présente dans tous vos films. L'adversaire contre la double vie de Jean-Claude Roman. Je ne suis pas médecin. Je ne travaille pas à l'OMS. Quand je pars de la maison, je vais nulle part. Mal de pierre, un balcon sur la mer évoque une rencontre avec un double amoureux et fantasmé. C'est toi? Oui. C'est moi. Très prisé par les scénaristes, le double permet d'explorer la question de l'identité et de la mise en abîme. Serait-ce aussi pour vous le moyen de vous découvrir? Qu'est-ce que vous devez à Alain Resnais? Beaucoup de choses. D'abord, il m'a donné avec ce film en Amérique, c'est un très beau film. Il m'a donné ma place un peu dans le cinéma. Et puis, mais de manière plus souterraine et plus précieuse, peut-être pour moi,
il me semble, quand je réfléchis pourquoi, enfin, à quel moment j'ai pu cristalliser ce désir d'être cinéaste, je le pense pendant ce tournage-là. Je ne sais pas pourquoi, à le voir tourner, peut-être j'aurais pu tourner davantage avec lui, peut-être que je serais devenue sa muse, et peut-être je n'aurais pas pu à ce moment-là devenir peut-être cinéaste, peut-être il y avait ça ou ça à faire, et ça a été l'autre voie, mais... Voilà, croyez-vous au hasard? Vous croyez en quoi? À la chance, au hasard, à la détermination de chacun? Non, je pense qu'il y a de la chance oui, il y a des chances. La rencontre est une chance, par exemple, la rencontre est un hasard, mais sinon, je pense qu'on porte en soi, il y a des obstinations, peut-être liées à l'enfance, l'obstination de l'enfance, et on cherche à s'accomplir, et Attractrice, pour moi, ça a été un grand accomplissement, hein. Vraiment, voilà, je suis sortie de l'enfance avec ce désir-là d'une fiction, d'une imagination à faire vivre. Mais après, voilà, la mise en scène m'a offert quelque chose de plus complet dans son accomplissement que d'être simplement une interprète. Vous êtes plus libre en dirigeant ou en étant dirigé? C'est une liberté différente et c'est une énergie différente. Il n'y a de liberté, à mon avis, ni dans l'un ni dans l'autre. Il y a une somme de compromis qu'il faut faire et de faire passer, voilà, quand même que le sens, tant en tant qu'actrice que dans la mise en scène, passe. Mais c'est c'est pour ça que je n'ai peut-être jamais joué dans mes films, c'est que c'était pour moi comme un passage d'être regardée à regarder moi-même, et c'est tellement pas la même énergie que c'est peut-être pour ça que j'arrive pas à faire les deux. Avec le temps, de quelles inhibitions vous vous êtes dépouillée? De quelles inhibitions? Je ne sais pas, je pense encore à celles qui sont actuelles, mais... Il y en a encore beaucoup. Oui, comme ça. Il y a encore du travail. Pas fait tout le travail, non. Mais... non, peut-être justement, le passage à la mise en scène, d'avoir devant moi des acteurs, des actrices, d'arriver à raconter, que ce soit en écrivant des personnages d'hommes ou de femmes, et dire à travers eux quelque chose qui met une trame qui m'est très personnelle, et donc sans jamais faire de choses qui sont très frontalement autobiographiques. Ça a été pour moi, oui, comme pour un écrivain d'écriture, ça m'a, disons, je ne sais pas si le mot libéré est vraiment exact, mais en tout cas, ça m'a fait advenir à beaucoup de choses. Ça m'a avancé. Oui, c'était ce que je voulais. En fait, vous avez beaucoup tourné aussi et réalisé des pubs. C'était le bon temps, ça apprend, la pub? Oui, d'abord, la pub, c'est très lucratif. Oui, voilà, c'est ce que j'attendais, vous me disiez. Oui. Vous n'osez pas me dire vous-même. Mais vous êtes sincère, là. Ok, ça c'est bien. C'est vrai, surtout quand on est cinéaste, quand on écrit, il y a beaucoup de temps qui passe, donc ça avait ce grand avantage-là. Et ça m'a appris beaucoup. D'ailleurs, j'ai rencontré des chefs opérateurs avec qui je travaillais après, je les ai rencontrés en pub, et ça permet effectivement cette concision. Et j'ai rencontré, je ne sais pas si vous avez comme ça en secret des films à me montrer, mais j'ai rencontré des belles égéries et ça a été amusant de tourner avec elles. Oui, mais l'image qu'on a, en fait, c'est celle de vous, mais actrice. La femme n'est pas l'égale de l'homme. La cuisine, moi j'adore la faire. Qu'un homme m'offre des fleurs, des cadeaux, je trouve ça normal. J'adore la futilité. J'aime bien m'habiller, j'aime bien aller chez le coiffeur, j'aime bien être belle, j'aime bien m'acheter des chaussures. Ça vous choque d'entendre ça aujourd'hui? Moi, ce qui me choque, c'est d'acheter des chaussures à n'importe quel prix. 55 francs. Mais j'étais d'une beauté fracassante. Vous avez remarqué? Incroyable. Enfin. C'était une inhibition, peut-être. D'avoir été aussi jolie à cette époque-là sans jamais le savoir. Vous n'en étiez pas consciente? Non. Non, enfin... Mais vous en avez joué, quand même. J'en ai joué, en tout cas, non, je pense que j'en ai jamais joué. Non, c'était toujours quelque chose d'assez contradictoire chez moi. Même en tant qu'actrice? Surtout en tant qu'actrice. Et dans la vie? Non, mais ça laisse voir ce document-là. Mais non, dans la vie non plus. Non, on se bat tout le temps avec sa beauté. On ne sait pas si on l'est, si on... Voilà, Mais sur des documents comme ça me paraît maintenant éclatant, alors que je ne le vivais pas comme ça à l'époque. Moi, je crois que c'est le fait de beaucoup de gens, de beaucoup de femmes. Vous aviez carte blanche, on vous a demandé où vous vouliez aller. Alors, vous nous avez dit, ça m'intéresserait d'aller au quartier de la Défense. Alors bon, on en a compris évidemment la raison. On va vous suivre et on va tout comprendre grâce au reportage d'Alexandre Lagarde et d'Anne Rousselet-Blanc. Bonjour. Bonjour. On est à la Défense, comme ça aux abords de Paris. Et c'est un quartier où j'ai
habité il y a longtemps avec mes parents et mon jeune fils. On habitait derrière cette première barre. Mais c'était un quartier qui était dans les années 75, qui était complètement en chantier. Les bidonvilles de Nanterre venaient d'être détruits et le quartier poussait. On marchait sur des poutrelles. On a vécu comme ça dans un très grand chantier pendant de longues années. Et j'en suis partie après, alors qu'il est devenu si particulier. Ça a été une sorte d'utopie comme ça, un quartier qui a été créé. Vous aimez, vous, les utopies? C'est toujours des utopies qui nous mènent. Des choses dont on ne sait pas justement si elles se réaliseront ou pas. Je suis très sensible au plaisir des yeux. Enfin, c'est quelque chose qui est un des plaisirs que je trouve auquel j'ai un accès le plus direct. Chercher le beau, traquer le beau. Et voilà, et parfois il surgit de choses qui ne sont pas belles du tout. Souriez, vous êtes filmé. En tant que réalisatrice, déjà, est-ce que c'est un lieu qui vous inspire? Peut-être ça pourrait être intéressant justement de confronter une histoire, oui, disons de sentiments avec la rectitude et la force de ce décor. Non, le décor c'est très important dans un film, bien sûr, c'est même, une fois qu'on a fini avec l'écriture, avec la distribution du film, c'est là que le film devient du cinéma. Dans la vie, il faut parfois renverser les perspectives, et maintenant c'est l'Arc de Triomphe qui apparaît tout petit là-bas. J'aime beaucoup ces zones périurbaines qui à la fois annoncent les villes, ferment les villes. Ça peut être parfois très raté, très glauque. On a plein d'exemples en France, mais là, il y a une entité architecturale assez étonnante. C'est quand même un quartier ultra surveillé. Est-ce que aujourd'hui vous vous baladez différemment? Non, non, on a tous connu pareil. Paris, on a connu, après les attentats, un effroi. Mais je trouve que le peuple de Paris s'est comporté de manière très courageuse. Grâce soit rendue au peuple de Paris. Alors, Nicole, on a une séquence spéciale, c'est l'autopsie du sac à main. En fait, vous avez de la chance aujourd'hui parce que je n'ai pas grand-chose. Alors qu'à midi, je peux avoir 4 kilos au bout des bras. Un paquet de cigarettes dont je cache la publicité. C'est votre principale addiction? Non, 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 non. En ce moment, un peu plus, mais non, non. J'essaye vraiment d'être raisonnable et de m'en passer. Un petit tube d'homéopathie. Vous croyez au bienfait de l'homéopathie? Je prends tout sans trop savoir, mais oui, j'y crois un peu. Un vaisseau de maquillage pour petits raccords furtifs entre deux interviews. C'est mon petit sac. Voyager léger, c'est être léger ou c'est complètement incohérent de dire un truc pareil? On peut voyager léger, être très lourde de pressentiments, d'angoisse et au contraire avoir des grands bagages, des grandes malles, être légère comme un pinson. Je ne pense pas que ce soit lié, le bagage et l'humeur. Vous êtes au quotidien de quelle humeur? Vous parliez d'humeur. Si je vous disais que ça dépend. Elle n'est pas constante, l'humeur. Non, non, je crois que je suis d'un naturel assez. Que je c'est drôle de parler de toi comme ça. Non, mais que je suis d'un naturel assez gai, assez. Voilà, je suis comme un. Je me vis comme quelqu'un d'assez. Ou les autres. Un peu les gens qui m'entourent. Voilà, j'aurais pas dû oser le dire moi-même, mais c'est solaire, assez rayonnante, avec parfois, certains voiles, le soleil noir de la mélancolie. Vous aimez les villes? J'aime les villes, plus que la campagne. Vous êtes une urbaine? Oui, mais j'aime aussi la nature. Je ne veux pas vous laisser que vous m'enfermiez dans les villes. J'aime beaucoup les villes et j'aime beaucoup la mer. Donc, mais j'aime beaucoup retourner dans les villes et j'aime beaucoup les grandes villes. La grande ville, l'énergie de la grande ville. J'aime beaucoup Paris. J'aime beaucoup vivre à Paris. Je ne veux pas qu'on dise trop de mal de Paris tout le temps. Vous trouvez qu'on est trop dur avec la capitale? En ce moment, je trouve qu'on dit beaucoup de mal de la capitale partout. C'est vrai qu'elle n'est pas très propre, la capitale, en ce moment. Je veux passer un petit message. Je trouve qu'on devrait être plus vigilant sur la propreté des rues. D'autant que vous avez une responsabilité actuellement, c'est de défendre votre 8e long métrage, Mal de Pierre. Est-ce que vous avez mal actuellement, justement? Le fait d'être dépossédé de ce film, c'est un peu comme un enfant, j'imagine, non? C'est 4 ans de boulot. Oui, parce que comme on le compare souvent à un enfant, quand arrive le temps de la délivrance, c'est bien aussi. Parce qu'on l'a beaucoup porté, on s'en est beaucoup occupé, on en a beaucoup pris la charge. Même beaucoup de choses sont passées à la trappe pendant qu'on s'en occupait, pendant l'écriture et le montage, jusqu'au moment de la promotion. Donc il est temps qu'on s'en délivre et qu'on le donne à ceux pour qui on l'a fait. Et c'est peut-être là le moment à la fois pas le plus difficile, mais on a le plus d'émotions.
au moment de cette transmission. Mal de Pierre est librement inspiré donc de ce roman de Milena Agus, qui se passe d'ailleurs en Sardaigne. Oui. Il se situe en France, comme vous le disiez, à La Ciotat, et puis en Haute-Provence aussi, avec des très beaux décors, très léchés. Vous prêtez toujours très attention à vos décors. Gabriel est joué par Marion Cotillard. André Sauvage, donc l'homme qu'elle aime, c'est Louis Garrel. Et puis, il y a aussi un comédien que moi j'ai découvert. C'est le mari par défaut presque. Qui est ce comédien ? C'est un comédien qui a étrangement un nom espagnol, un nom allemand, mais qui est espagnol, qui est catalan, Alex Brandemühl, et et effectivement, c'est comme une très grande performance de Marion Cotillard et de Louis Garrel, mais il étonne parce qu'on ne le connaît pas. Et puis c'est aussi la rencontre avec un rôle qui, comme souvent au cinéma, il commence comme un personnage taiseux et il se dévoile au fur et à mesure, sans dire le secret du film, mais il se dévoile au fur et à mesure du film. Mais au début, c'est vrai que c'est un mari dont elle ne veut pas, c'est presque un viol social que lui fait sa mère, de l'obliger à épouser un homme qu'elle n'aime pas. On est dans les années 50. Hein. On est dans les années 50 et c'est un personnage joué par Marion Cotillard d'ailleurs c'est ce qui a été même dans le livre, elle attend de la vie la chose principale. Elle a un homme comme ça qui est rencontré avec un homme, quelque chose de charnel et de sexueux en même temps. Et elle veut quelque chose que tout le monde lui refuse. En tout cas, dans ces années-là, on le lui refuse très fort. Et en termes sociaux, on dit qu'elle est folle. Et sa mère, qui est son ennemie, qui est une mère assez... jouée par Brigitte Rohan. Jouée par Brigitte Rohan, une mère assez virilisée, qui la menace de l'interner si elle n'épouse pas cet homme. Donc elle accepte ce mariage elle va être vendue, dont elle ne veut pas. Elle est vendue parce qu'il y a une sorte de marché entre sa mère et cet Espagnol. Mais elle a la maladie de la pierre. Et cette maladie de la pierre va la conduire dans une cure. On explique ce que c'est. Le mal de pierre, c'est les pierres dans les reins, c'est ce qu'on appelle des calculs rénaux qu'on dissout, qu'on soigne facilement, mais qu'à l'époque... Sans intérêt, oui, il fallait en cure, il fallait faire des prises d'eau régulières, des douches assez brutales. Et dans cette cure où elle ne veut pas aller, parce qu'elle ne veut pas se soigner, parce qu'elle ne veut pas d'enfant de cet homme, elle va rencontrer en fait celui qu'elle attendait, ce jeune lieutenant qui rentre de la guerre d'Indochine. Et leur blessure commune, sa blessure physique à lui et sa blessure à elle, de quelqu'un qu'on veut faire passer pour folle, va les unir. Et enfin, on peut dire que dans le film, peut-être qu'elle n'aura pas l'amour dont elle rêve, mais justement, elle va quand même rencontrer un amour. Un amour, comme si on pouvait dire que l'amour n'est jamais là où on l'assigne. Je pense que c'est un peu ça, ce qui va arriver à ce personnage. Avec un imaginaire très, très présent. On regarde la bande-annonce. Nous serons nus. Je m'allongerai sur vous. Vous entrerez en moi. Vous êtes forte. Qu'est-ce que vous avez à me regarder, là? Gabriel! Vous l'avez rencontrée, ma fille aînée? Oui. Elle est belle. Je ne vous mens pas, elle est malade. Elle n'est pas folle. Elle a besoin d'un homme dans sa vie. Vous voulez vous marier avec moi? Vous êtes fou. Je vous aimerai jamais. Madame Rabascal Gabriel, vous êtes là pour 6 semaines. Ce dont vous souffrez, c'est ce qu'on appelle la maladie de la pierre. Bonjour. Je fais la cure. Moi, je descends jamais. Avec des malades en bas. C'est le livre que vous lisez? Oui. Mon amour, ton corps m'a envahi. Je ne fais qu'attendre. Tu n'as pas encore répondu à mes lettres. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je veux qu'on parle. Pourquoi tu m'as rien dit? De quoi tu parles? Attendez. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que vous connaissiez Marion Cotillard personnellement, Nicole? Non, je l'avais croisée comme on se croise, comme ça, dans ce métier, mais pas plus que ça. Mais il y a longtemps que j'ai lu ce livre, et dès que je l'ai lu, j'en avais parlé. Parce que j'ai tout de suite pensé qu'elle était l'actrice idéale pour jouer ce rôle. Vous lui avez fait passer un casting? Non.
Non, je l'ai engagé dans un casting. Mais j'aurais pu, mais j'ai... Louis Garrel a passé des castings, il m'en veut toujours beaucoup d'ailleurs, mais parce qu'il fallait trouver, par rapport à elle, qui a été cet homme pour faire entre les deux un grand couple de cinéma. Mais Marion, je savais qu'elle avait en elle, par rapport au film que j'avais... Enfin, l'intuition que j'avais d'elle et ce que j'avais vu d'elle, qu'elle avait ces deux choses ensemble qui font le personnage, quelque chose de très sexué, de sensuel, de farouche, de brutal, même par moments de désagréable, de méchante, tout ça ensemble, et une sorte mystique de l'amour. D'abord, elle s'adresse directement très à Dieu. Exaltée. Oui, une exaltation qui est plus que nana, qui a la force de ce désir qui est d'autant plus grand et qui flambe parce qu'on lui refuse ce qu'elle veut. C'est la garantie, en décrochant, pardon, à Marion Cotillard, c'est la garantie que le film soit vendu à l'international aussi. Ça joue ? Non, pas du tout. Je pense que si Marion n'avait pas voulu faire le film, je l'aurais fait quand même. Je pense que elle était idéale pour les raisons que je viens de vous dire, mais voilà, et effectivement, par sa personnalité maintenant et l'accomplissement de la carrière qui est la sienne, le film est vendu à peu près dans tous les pays du monde. Mais c'est pas... Non. On a des exigences plus fortes quand on est metteur en scène, surtout pour un personnage comme celui-là. Elle emporte le film. Je l'ai beaucoup aimé pendant le temps de tournage, je l'ai beaucoup regardé. Elle m'a fait une confiance incroyable. C'est peut-être ça qui est le plus émouvant. Elle a une sorte d'abandon. Et maintenant, voilà, le film. Que vous aviez rarement rencontré chez une actrice, hein? Non, je crois que j'ai eu la chance de tourner avec des grands acteurs qui m'ont tous fait énormément confiance. Je pense que c'est peut-être l'atout que j'ai d'être actrice, de venir de là et de savoir les faire aller plus loin, peut-être les faire aller dans un territoire où ils sont pas encore allés, dans la confiance qu'ils me font. Et moi, je me sens très responsable à la fois du personnage et d'eux. Donc, je suis à la bonne place pour les protéger. Ils le savent, donc ils vont plus loin, peut-être. Alors, on est allé vérifier vos propos. On est allé rencontrer donc votre scénariste, Jacques Fieschi. Et puis, on a rencontré Louis Garrel et Brigitte Rouen, qui donc joue le rôle de la mère et qui est une amie toujours pour vous et que vous avez dirigée dans Belle de Pierre. Et tous les trois, ils ont croisé leur regard sur vous. Elle dirige comme un queue, c'est-à-dire elle accroche près, mais moins à l'autrichienne. Picasso, c'est je ne cherche pas, je trouve. Nicole, c'est je cherche, je trouve. Elle a un rythme particulier, Nicole. Elle a une sorte de nervosité voluptueuse comme ça. En 8 films, Nicole Garcia a prouvé son talent pour raconter des histoires. Scénario, mise en scène, son œil est partout. Mais comment travaille-t-elle ? Voici quelques secrets de tournage. Elle hésite beaucoup sur le choix des gens, sauf ceux qu'elle a voulu dès le départ. Elle a beaucoup hésité avant de me prendre. C'était très difficile pour moi. Je me trouvais trop gros, les cheveux trop longs, l'allure trop parisienne. Donc elle hésitait. Donc j'ai dû lui faire un numéro d'acteur pour qu'elle accepte de bien vouloir me projeter dans le personnage qu'elle avait écrit. Il y a eu quelques refus, mais bon, généralement, les acteurs ont plutôt envie de travailler avec elle parce qu'ils savent qu'ils vont être aimés. Avec Nicole, c'est très physique, c'est du fluide. Elle vous dit pas des choses psychologiques, parce qu'on n'est pas bête, on a lu le scénario. Parce qu'il y a des metteurs en scène qui vous disent, là, elle est triste. Ah ben, je sais, j'ai lu le scénario, elle écrit, elle pleure. Mais Nicole, c'est jamais de ce genre. C'est toujours très... baisse la tête, réfléchit encore. Elle vous parle même peut-être un peu pendant les prises. Ils veulent se débarrasser de moi. Et vous, ils vous ont acheté. Moi, je l'ai vu diriger Marion entre deux prises à l'oreille. Elle susurre quelque chose. Elle s'en va et la prise change du tout au tout. Mais du tout au tout, 180 degrés. Elle est très dirigiste avec moi, et puis parfois elle est capable de s'émerveiller de ce que font les acteurs. Et puis tout d'un coup, de les empêcher de reproposer. Enfin, c'est un rapport de domination et de dominer. Moi, je descends jamais avec des malades en bas. J'avais le droit à très peu de gestes. Un jour, j'ai juste fait ça pendant une scène. J'ai dû sentir un truc qui me grattait. Donc j'ai dû faire ça. Il dit, ne fais vraiment pas ça. J'ai dit, oh, pardon, Nicole, excuse-moi. Oui, elle fait pas mal de prises, oui. Ça dépend. Parfois, il y a un état de grâce, donc ça marche. Et puis, quand il faut insister, non, elle ne va pas lâcher. Elle fait pas des sauts de cabri, hein. Tout ça est très... le plateau n'est pas bruyant. Enfin, moi, je trouve ça calme et agréable, quoi. C'est pas une femme qui se met très en colère. Elle n'a pas non plus... de pas en faire une sainte, hein.
Non, ça serait ridicule. Mais enfin bon, elle n'a pas la perversité, disons, que certains metteurs en scène pensent devoir trimballer dans leur travail. Elle ne dit pas action, ce que je trouve assez rigolé. Elle dit oui. Ça peut être des oui. Ça peut être titre. Oui. Oui, Louis. Oui, Louis. Elle le décline à sa manière. Il me fait rire. Personne ne fait autant rire que Louis Garrel. Mais il a été sur ce tournage un grand soutien. Peut-être par le rire. Mais c'est vrai qu'il a raison par le oui. Peut-être, je donne une sorte de la, comme ça, comme une strate où je pense que avec des intonations différentes. Doit être jouée, quelque chose, mais qui m'échappe. Hein. Qu'est-ce que vous susurrez à l'oreille des acteurs? Ça dépend des scènes, ça dépend quelque chose que je sens qui va transformer une prise à une autre, auquel je n'avais pas pensé avant, qui je sens par rapport à ce qui a été fait avant, qui va relancer. On peut très vite se mécaniser, donc voilà. Je suis là pour ça et je leur parle même parfois pendant les prises quand je sens que voilà comme un. Il a raison Jacques Fieschi. Les acteurs je les aime, mais on les aime tous les deux, Jacques Fieschi et moi, dès l'écriture. Je pense que la direction d'acteurs elle commence déjà à l'écriture, écrire, les aimer, les porter et les scènes déjà écrites portent beaucoup. D'ailleurs je pense que très modestement que si ces acteurs dont on parle sont venus dans mes films, c'est d'abord par le script que je leur ai apporté. Et moi-même, d'ailleurs, quand je suis passée de l'actrice à la mise en scène, le script était mon passeport. Très belle scène charnelle, pleine de sensualité. Oui. C'est peut-être mon film le plus charnel et peut-être, je pense que c'est mon film, je dis peut-être le plus personnel ou tout ce que je mets d'habitude dans le film. Vous êtes mise du côté du plaisir des femmes, non? Je me suis mise de ce côté-là. Oui. Je me suis mise du côté, en tout cas, de ce qu'une femme peut... d'un appel du féminin qui est d'accueillir. Je pense qu'il y a des hommes qui peuvent être amoureux jusqu'à l'obsession, mais les femmes veulent accueillir, recueillir quelque chose de charnel et de sacré, que c'est ça, peut-être oui, quelque chose qui rend la vie plus grande que la vie, que c'est ça qu'elles attendent. Qui vous rassure sur vos doutes? Mais mes doutes, c'est pas des doutes. Moi, j'appellerais comme ce que dit justement, j'appelle ça une recherche. J'ai des doutes. D'ailleurs, un producteur avec qui j'ai tourné, Philippe Carcassonne, mon second film, m'avait dit t'es le seul metteur en scène que je connais qui avance avec ses doutes. C'est-à-dire peut-être que les metteurs en scène cachent. Tout le monde a des doutes quand on est dans la création. Ils les cachent, ils les masquent pour que leur autorité soit intacte. Et moi, je l'ai dit haut et fort. Donc c'est vrai que ça étonne des gens. On va mettre la caméra là. Non, je suis pas sûre qu'elle doit être là. Non, mais bon. Ou alors Mais en même temps. Si j'avais tant de doutes que ça, par exemple, je répéterais avec les acteurs. Or, je répète pas. J'aime le risque qu'on prend à se lancer dans une scène. Donc, à partir de ce moment-là, voilà, je pense que j'ai fait, disons, de ce qu'on appelle le doute, non, une recherche, une étape de la création. Pour ce film qui a été présenté à Cannes, donc vous avez monté les marches, c'était cette année. Vous avez été déçu de ne pas avoir de récompense? On est forcément déçu. Bien sûr. On est là. On a une joie incroyable le jour où on vous dit qu'on est sélectionné. D'ailleurs, moi, je ne pensais pas, mon producteur ne voulait pas. Je pensais qu'on n'avait rien à gagner à Cannes. C'est lui qui avait raison. Mais quand Thierry Frémaux m'a appelé dans les derniers jours, c'est moi qui n'ai pas résisté aux sirènes de Cannes. Mais après, c'est très violent. Ne pas résister, ça veut dire quoi, ne pas résister aux sirènes de Cannes? Pourquoi? C'est tentant? C'est hyper tentant? Bah oui. Ah oui, ouais. c'est quand même, oui, le plus grand festival du monde, c'est très international, c'est une vitrine extraordinaire. Même là aussi c'est un rayonnement, mais avec ses pics derrière et ses précipices. C'est pas un précipice de ne pas partir sur notre palmarès, mais c'est quand même oui, c'est une déception, c'est une blessure, puisqu'on concourt, donc il y a un palmarès. Mais pour avoir été au jury à Cannes, je sais qu'elle... La caméra d'or. Non, ça j'étais présidente de ce jury-là, mais j'étais dans le jury officiel, la compétition officielle, et je sais à quel point il y a des choses contingentes dans un palmarès, mais quand même on le rêve, et peut-être que je l'ai rêvé très fort pour Marion, qui je trouve, c'est pas de l'ordre du mérite, mais je trouve que ça, je la parle là même pas de cinéaste à actrice, mais d'actrice à actrice, ce qu'elle fait dans ce film. Dépasse, était au-delà de toute la compétition. Est-ce que vous vous considérez comme une chef de tribu?
J'aurais bien aimé être une chef de tribu. Vous parlez d'une tribu familiale? Oui. Il fut un temps où je l'ai été, c'est une place que j'ai beaucoup aimée. Je dirais plus le mot tribu que le mot chef, parce que dans une tribu, on est chef et puis on ne l'est pas. C'est plutôt les enfants qui sont en fait les vrais chefs. Mais j'aime bien réunir, oui, autour de moi. J'aime bien les fêtes pour ça. J'aime bien, voilà, même puisqu'on est effectivement celle qui réunit, on est un peu le chef. Frédéric Bélier-Garcia, il porte votre nom. Ça vous fait plaisir d'avoir un enfant qui porte votre nom? C'était un choix qu'il a fait, lui. Je m'en suis pas rendu compte au début, quand il a fait ce choix, mais même quand il n'était pas encore, quand il était professeur de philosophie, même il l'a fait très vite dans sa vie. À l'époque, il ne pensait pas du tout devenir le metteur en scène qu'il est. Mais c'est maintenant, quand j'y pense, que... C'est une vraie démarche, c'est une véritable démarche. C'est une démarche qu'il a faite, oui, et voilà. C'est pas neutre. C'était un orphelin, donc il a voulu porter mon nom. Il a accepté de nous parler de vous, ainsi que le comédien André Dussolier. Il était la semaine dernière avec nous, et ils ont croisé tous les deux leur regard sur vous, Nicole Garcia. J'ai toujours été sensible à Nicole, depuis toujours. Son intelligence, sa sensibilité, sa manière de parler, son être, tout entier. Comme elle dit elle-même, souvent on s'est un peu élevés ensemble, voilà, on était une sorte de couple sur les routes parfois. Elle me semblait exemplaire. J'ai l'impression qu'il y aurait toujours cette flamme, cette lumière dans les yeux et cette jeunesse aussi qu'il habite et puis que nous partageons, je crois, parce qu'on aime la fantaisie, quoi, tous les deux. C'est pas une personne qui se repose dans son quotidien, quoi. Elle aime bien qu'il y ait de l'aventure, qu'il y ait une sorte de variation. Elle a ce rire aussi qui lui appartient, autant que le rythme de ses phrases. Elle dira non, mais aussi si elle a une nature très gaie. Étonnamment, oui, joyeuse. Et pourquoi elle dira non? Elle dira non parce que parfois elle a une image d'elle plus sombre. Je pense que rien n'est jamais dramatique avec Nicole. C'est-à-dire qu'elle peut vivre des choses difficiles, douloureuses, mais en même temps, elle saura avoir le regard lucide sur les choses. Elle est très solide et tout la déstabilise à la fois. C'est une femme qui peut être très forte, très aiguë, très pointue, avec un esprit vif et plein caustique, qui est plein d'humour aussi, et puis en même temps très passionné et passionnel. Un mélange très très détonnant de confiance et de défiance en elle, de confiance et d'absence totale de confiance. C'est ce qui l'a fait avancer. Et puis elle est toujours bienveillante, Nicole, vis-à-vis des êtres. Elle est attentive aux autres, sensible aux autres. Voilà, non, j'arrête là, non, parce que sinon... Elle a une sorte d'allant dans la vie, de force vitale, comme ça, qui l'a fait avancer. Il y a un peu de docilité, quand même, chez Nicole. Chez Nicole, ouais. Elle écoute. On partagera peut-être l'interrogation, tous les deux, mais docile, non, je pense qu'elle suit sa ligne et ce à quoi elle pense. Je pense qu'elle m'a légué de la force. Je dirais. D'ailleurs, elle le revendique elle-même souvent. Elle m'a légué de la force. Est-ce que d'avoir eu Frédéric à l'âge de 19 ans, ça crée des liens forts, plus forts? Ça crée des liens incroyables. Différents, en tout cas. Oui, très particulier. C'est une maternité très particulière parce que c'est vrai qu'on s'est élevé un peu comme, pas des frères et sœurs parce que j'étais profondément sa mère, mais j'avais ma mère à côté qui était un peu, qui servait un peu de maternage pour lui et moi en même temps. Et je l'emmenais partout, je l'emmenais en Avignon, je pense que c'est là qu'il a respiré les odeurs et la couleur et son aspiration plus tard pour le théâtre. Mais oui, je suis très proche de lui. Je connais avec mon fils Pierre une maternité plus traditionnelle, plus classique, parce que je l'ai eu plus tard. Pierre Rochefort. Oui. Qui est actuellement d'ailleurs avec Fanny Ardant au théâtre. Qui joue avec Fanny Ardant, une pièce merveilleuse, formidable. Oui, Croque-Monsieur, voilà. Il joue mais avec lui, Pierre, oui, c'était différent. J'ai connu ce que c'était, voilà, une maternité, ce que je dis, plus classique. Avec Frédéric, et c'est ça qui nous unit, et qui parfois est plus ombrageux et plus passionnel. On a une relation un peu, qui est d'un autre type. Hein? Voire conflictuelle? Non, jamais. Non. Non, jamais.
elle est faite, je dirais, elle est passionnelle. Je crois beaucoup à son talent. Je crois, voilà, c'est un directeur un metteur en scène et un metteur en scène d'opéra absolument merveilleux. Je ne dis pas ça parce que c'est lui, mais c'est vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Nicole, je voudrais qu'on accueille François Morel. François Morel. C'est une joie. vous connaissez ou pas? Bonjour François Morel. On s'est croisés. Vous vous êtes croisés. Alors François chante, il est acteur, il est chroniqueur, vous pouvez l'écouter peut-être sur France Inter, moi j'adore son billet magnifique. Et ailleurs. Et puis au Théâtre du Rond-Point, jusqu'au 6 novembre, dans un spectacle qui est un petit bijou, comme vous savez faire à chaque fois. C'est un album aussi qui sort de 12 titres, 12 petites chansons, comme des courts-métrages. Ce sont des petites histoires. C'est du cinéma en définitive. En fait, je n'oublie pas, j'espère d'être comédien quand je fais le chanteur. Et je me dis que l'intérêt de la chanson, c'est de pouvoir raconter un film entre parenthèses, j'ai vu votre film que j'ai trouvé absolument magnifique et bouleversant. Et je trouve que c'est un portrait de femme qui est inouï de force. Qu'est-ce que vous diriez d'ailleurs aux téléspectateurs qui nous regardent pour leur donner le goût d'y aller, de voir le film? C'est un grand film, c'est un tellement beau portrait de femme et ça parle de sujets extrêmement contemporains dans une lumière en plus que j'ai trouvée éblouissante, je crois, de Bocarn. Voilà, c'est un très grand film à la fois très classique et très qui remue énormément, quoi. Vous ne vous souvenez pas, une fois, vous m'aviez dit que vous parliez de moi dans une... Oui, absolument. Je m'en souviens. Parce que vous aviez provoqué un accident de voiture, c'est ça, je me suis souvenu. C'était dans Bien des choses. Oui. Vous vous souvenez de ça? Oui, c'est ça, oui. Oui, et c'était quoi c'est-à-dire, il y a un type qui vous reconnaît, vous traversez le pont de l'île de Ré, on vous reconnaît. Et il y a un type qui dit « Oh, regarde Nicole Garcia !» Le temps de trouver son nom, il est rentré dans la voiture de devant et ça fait « Il ne faut plus lui en parler de Nicole Garcia. » Et ça, vous l'aviez écrit dans votre billet, c'est ça? Non, c'était dans un spectacle. Dans un spectacle avec Monsieur Saladin. Oui. On parle de l'album. Oui. Un album avec un duo. Il y a même deux duos, dont un avec Louis Chédid. Oui. Ouais. Ça, c'est une histoire un peu triste, j'avoue, parce que c'est une chanson que j'avais écrite avec Hubert Mounier, qui faisait partie de l'affaire Louis Trio. On avait pris un rendez-vous, on avait pris un studio fin mai et début mai, Hubert nous a quittés. J'ai raconté ça à Louis Chédid et à la fin, je lui ai dit, tu veux pas faire le duo avec moi? Il a écouté la chanson et on l'a faite ensemble. C'est une chanson plutôt joyeuse sur l'enfance. Vous n'aurez jamais la voix de Roberto Alagna, on est bien d'accord. J'y travaille. Est-ce que c'est important, la voix? Quand on sait que vous êtes un fan de Georges Brassens, on peut se dire que non. C'était Sacha Guitry qui disait ça au sujet de Mireille. Elle n'est pas handicapée par une grande voix. Donc on pourrait dire ça de moi. En même temps, je prends ça très au sérieux. Et surtout si mon professeur Raymond Viré écoute ce matin et pense que je prends le travail de la voix par-dessus la jambe, elle ne va pas être contente du tout. Donc, on me dit que je chante mieux par rapport... Parce que c'est mon 3e spectacle de chansons. Et le 3e album. J'essaie de faire des progrès. Il y a une ode, il faudra absolument que vous l'écoutiez, Nicole, au cinéma, qui est très, très, très joliment serti, comme un diamant. Je vais venir vous voir, vous jouez jusqu'à... Oui, c'est au Théâtre du Rond-Point. S'il vous plaît, pour 2 personnes. Pour 2 personnes. Et un tarif normal. D'accord. Et nous tous, là. D'ailleurs, vous avez préfacé ce livre consacré à Georges Brassens. Pourquoi vous l'aimez tant plus que les autres? C'est ce que je raconte, en fait, dans la préface. C'est que pour moi, Brassens, c'est pour la vie. J'ai l'impression d'avoir appris à lire et à écrire avec Georges Brassens. Et puis, il y a toujours des rendez-vous comme ça. Il y a Alexis HK, à qui j'ai donné un coup de main sur un spectacle formidable qu'il vient de faire sur les chansons de Brassens. Là, il y a Louis Chédid qui a demandé à des comédiens d'interpréter des chansons de Brassens. Alors, je fais partie de l'aréopage. Je vais contacter, puis on m'a plus appelé. Oui, incroyable. Bah non, je suis très déçue. Je vais lui en parler. Oui, je réclame ma participation. Oui. Alors, il y a aussi une chanson qui a pour titre Populaire. Et est-ce que c'est important d'être populaire? Je trouve que c'est un mot magnifique, populaire.
quand... Vous l'aimez, vous, Nicole, le mot? Si, si. Ouais. Pas populiste et populaire, oui. Ouais. C'est ce que j'essaie de raconter. Ouais. À la fois exigeant, populaire. Ouais, je trouve que quand on réunit les deux, c'est formidable. Ouais. Quand on dit que Michel Sardou est populaire, ça vous convient? Pourquoi pas? Je crois qu'il a des grandes chansons populaires, oui. Ouais. Est-ce que être populaire, c'est être, vous voyez, oui, parade? Ah, pas forcément. Puis il y a aussi, populaire, ça veut dire venir du peuple et raconter quelque chose d'intrinsèquement populaire. Peut-être parfois une hésitation dans la voix, quelque chose de pas sûr dans le regard, mais quelque chose qui touche les gens. Ouais. De la tendresse. Oui, ça va d'avoir trouvé quelque chose dans ce qu'on fait quand même qui touche à quelque chose d'universel, même si c'est sans qu'on fasse de concession à ça. C'est comme ça là. Mais je crois que vous avez tout résumé, Nicole. C'est vrai? Oui. En quelques mots, c'est ce que nous apporte chaque soir François. Il est accompagné par 4 musiciens. Ce matin, c'était trop tôt, donc ouais, dont plusieurs femmes. Oui. Et ça, je vous salue. Nous respectons la parité. Antoine est là. Il vous attend. J'y vais. Il est au piano. D'accord. Et on aimerait écouter Populaire, tiré de l'album et du spectacle au Théâtre du Rond-Point. François Morel. C'est un vers de Hugo, un refrain de Dimé, un pichet de Bordeaux, un verre de Muscadet. C'est une glace à l'eau qui goûte sur ta main, une baraque à frites sur la place à Tourcoing. Dans l'auto-tamponneuse, un couple qui s'enlace, un enfant sous la pluie qui retire ses godasses. Le 14 juillet et les flonflons du bal, des confettis jetés un soir de carnaval. Juste quelques notes, une rime idiote, ça n'a rien d'ordinaire. Un refrain tout bête qui trotte dans la tête, ça n'a rien de vulgaire. Pardon, y a pas plus chic qu'une chanson populaire. C'est parfois quelques mots, c'est parfois un adage, un poème chanté sur les échafaudages. C'est les congés payés, les premières vacances, un voyage à vélo vers l'estuaire de la Rance. C'est une tranche de pain et du saucisson sec, un film pas programmé à la cinémathèque. Sous le grand chapiteau, l'orchestre joue un air pour un public conquis et des cœurs solitaires. Juste quelques notes, une rime idiote, ça n'a rien d'ordinaire. Un refrain tout bête qui trotte dans la tête, ça n'a rien de vulgaire. Tu sais, y a pas plus chic qu'une chanson populaire. Je sais bien que souvent on galvaude le mot lorsque les populistes flattent le populo. Quand on confie les fleurs aux soins des technocrates, au mépris du public, on parle d'audimat. Comme on prendrait l'amour pour de la bagatelle. On confond l'auditoire avec la clientèle. C'est un enfant qui rit sous un saule pleureur. C'est un poème appris près du percolateur. Les photos de Douaneau, les paroles de Prévert, une boule de neige qui passera l'hiver. Juste quelques notes, une rime idiote, ça n'a rien d'ordinaire. Un refrain tout bête qui trotte dans la tête, ça n'a rien de vulgaire. Putain, y a pas plus chic qu'une chanson populaire. Bravo. Wouh, wouh, wouh. La suite au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 6 novembre, dans l'album aussi. Antoine, en 3 mots, vous pouvez me qualifier, François?
3 mots. 3 mots. Ouais, 3 qualificatifs. Allez. Drôle, fidèle, talentueux. Bah le voilà en Chic, dessous. Et souple. Trop souple. Oui, bravo. Très flexible, le garçon. On sait pas. C'est l'un ou l'autre. Merci beaucoup, hein, vraiment à tous les deux d'être passés sur le plateau de Thé au café. Nicole, je vous entraîne au dos à dos. Dos à dos avec vous, Nicole Garcia, des réponses du tac au tac. La critique qui vous a le plus blessé? La critique qui m'a le plus blessée, et je m'en veux encore d'avoir été aussi blessée, c'est un critique de théâtre dans Le Monde qui avait dit que dans une pièce de théâtre, L'Oncle Vania, que quand j'entrais en scène, je marchais comme Gary Cooper dans Le Train sifflera 3 fois. Pendant très longtemps après, je ne savais plus du tout comment marcher en rentrant en scène. Est-ce qu'il vous arrive de mentir sur votre âge? Non, il ne m'arrive jamais de mentir sur mon âge, bien que parfois j'ai peut-être la tentation d'enlever une petite dizaine d'années, mais je ne le fais pas. Est-ce que vous draguez ou vous vous laissez draguer? Je me laisse, je suis un peu attentiste, peut-être trop. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez un homme le temps d'une journée? Comment je l'expérimenterais d'être un homme? En faisant l'amour avec une femme. Vous êtes François Hollande, le temps d'une journée. Vous en profitez pour faire quoi? Me promener dans les jardins de l'Élysée et regarder les arbres en me demandant si je vais les revoir encore l'année prochaine. Quel scénario vous préférez? Un homme et 2 femmes ou une femme et 2 hommes? Celui de Mal-de-Pierre, une femme entre 2 hommes. Je crois que c'est celui vraiment que je préfère le plus. Je crois que c'est une martingale qui me va. La chose à jamais vous dire. Je t'ai vu hier à la télévision, c'est pas ton truc, hein, la promotion. Vous avez peur d'entendre ça? Oui. Nicole, une musique qui vous rend joyeuse. I Am What I Am de Gloria Gaynor. Pourquoi? Je dis n'importe quoi. Pourquoi Gloria Gaynor? Ah. I Am What I Am. C'est gay, non? Yasmina Reza, Babylone. Alors, c'est un livre que vous nous conseillez. Pourquoi? Pourquoi? Yasmina Reza est un grand écrivain et en plus, j'ai la chance d'être son amie. Et ce livre, pour en dire 2 mots, c'est une banlieue, un appartement, une cage d'escalier, un hall d'immeuble, une réunion entre voisins et un crime. Et ce crime va révéler les gens à eux-mêmes, leur solitude. Il y aura une reconstitution, et on pourrait dire que la vie, en fait, n'est qu'une reconstitution. Ça a l'air un peu grave ce que je dis là, mais c'est très drôle. Il y a une légèreté abyssale, et c'est très émouvant. Bon, voilà. C'est chez Flammarion, me semble-t-il, non? Oui, voilà, chez Flammarion. Yasmina Reza, évidemment, qui est aussi dramaturge, auteur de théâtre. De théâtre, bien oui. sûr. Puisque vous êtes son amie, dites-lui de passer sur le plateau de Thé au café. Ça nous fera extrêmement plaisir. On l'attend depuis très longtemps, elle aussi. Je voulais remercier celle qui est exposée sur le plateau de Thé au café aujourd'hui. Il s'agit de Catherine Vindy. Elle expose aussi aux portes ouvertes des ateliers Ventre de la Baleine à Pantin. L'art de Catherine Vindy déploie comme ça une gamme de couleurs inventives, raffinées, avec un investissement égal de l'espace dans ses grands comme dans ses petits formats. J'aime beaucoup, beaucoup toujours le vocabulaire des peintres. N'oubliez pas d'aller voir François Morel au Théâtre du Rond-Point et mercredi, allez dans les salles. Voilà. Au cinéma, voir Mal-de-Pierre, le 8e film de Nicole Garcia. Et pour elle, évidemment, c'est un pari, c'est un challenge. Voilà. Mais en tout cas, c'est un très beau film. On vous le dit, on vous le conseille, et je pense que vous ne regretterez pas. L'émission qui était consacrée à Nicole Garcia, elle sera rediffusée. Vous pouvez la revoir en replay, bien sûr, sur Internet, sur plus.fr, et elle sera rediffusée, évidemment, dans la nuit. Portez-vous bien, et on se retrouve... Voilà, la semaine prochaine, samedi, on sera en compagnie. Vous aimez la BD?
Vous connaissez le monde de la BD? Non, pas bien. Alors là, vous rencontrerez Riyad Satouf. C'est un homme... L'Arabe du futur. Ouais, voilà, exactement. Oui, vous connaissez. C'est un homme très intéressant et il sera présent sur ce plateau. Puis le lendemain, avec Fanny Cotenson, nous parlerons aussi théâtre. Portez-vous bien, que la journée soit belle et que la semaine aussi vous rende heureux. Je vous remercie de votre confiance. Et à bientôt. Au revoir Nicole. Allez, à samedi prochain.